tous. Nadine Morillo du Cariforef. On est ensemble ce matin pour avoir une présentation de l'application Diagoriante. Donc, Diagoriante qui est à la fois une application numérique et qui met en dynamique un référentiel d'identification des compétences transversales, le RECTEC, dont on va parler, qui s'appuie aussi sur le référentiel des métiers du ROM, et voilà, qui met tout ça en dynamique avec un ensemble de propositions s'adressant à euh, tout public plutôt jeune, et encore ça va évoluer, ce qui nous a amené à donc inviter Pascal Chaumette, le directeur d'ID6, la start-up d'État qui développe Diagoriante, qui va donc nous présenter l'application. Et puis également 3 professionnels qui utilisent aujourd'hui Diagoriante avec leur public. Donc Steve Pinault, pompier professionnel au SDIS 44, donc au Centre départemental d'intervention et de secours, qui encadre des jeunes en service civique. Aurélie Malaval, conseillère à la mission locale Sarthe-Nord, qui intervient sur la garantie jeune, et puis Catel Autret, psychologue de l'éducation nationale au CIO du Mans, qui utilisent plus ou moins, mais qui vont nous dire aujourd'hui ce qu'ils font avec Diagoriante. Vous allez pouvoir poser des questions au fur et à mesure du webinaire via la fenêtre de conversation. Je les poserai aux intervenants, peut-être pas tout de suite, peut-être on va avoir beaucoup de questions. Je pense qu'on va avoir un contenu assez riche. En tout cas, vous, voilà, ne restez pas avec des incompréhensions ou des besoins de creuser. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans la fenêtre de conversation. Et donc, on va démarrer de ce pas avec, pour commencer, un témoignage de Monsieur Pinault sur la façon dont, dans quel contexte, en fait, au SDIS 44, vous utilisez Diagoriante. D'abord, bonjour tout le monde. Donc, on utilise, nous, Diagoriante pour l'accompagnement d'une équipe d'engagés de service civique. Nous en recevons tous les ans entre 10 et 15 qui ont entre 18 et 26 ans. Certains n'ont aucune expérience professionnelle ni diplômante et d'autres en sont plutôt riches, mais on doit essayer de tous les équilibrer sur un même niveau. Notre objectif en tant que structure d'accueil d'un engagé de service civique est réellement de les accompagner sur un projet d'avenir. Et on utilise Diagoriante tant pour qu'ils puissent se connaître eux-mêmes, pour qu'ils puissent identifier les compétences qu'ils ont développées sur leur projet personnel ou professionnel ou scolaire. On l'utilise au début de leur engagement, tout simplement pour faire un point bilan. C'est une première évaluation qu'ils procèdent par auto-évaluation et ensuite ils s'évaluent avec leur tuteur d'accompagnement. Et ça nous permet à nous d'axer les compétences sur lesquelles ils ont des efforts à faire, d'axer le travail d'accompagnement que l'on aura avec eux tout au long des 10 mois de leur engagement. Jusqu'ici, ça leur permet d'éditer un CV, parfois, quand ils se rendent compte qu'ils ont fait des études qui ne correspondent pas à leurs envies actuelles, d'y extraire des compétences qui vont les amener vers d'autres professions. Voilà, on s'en sert tout au long de leur engagement et on essaye, nous, aujourd'hui, avec Diagoriante, d'avoir vraiment un module de reconnaissance des compétences qui est bien approprié au SDIS 44. Donc, on travaille en proximité avec Monsieur Chaumette pour que les compétences développées au sein du SDIS 44 puissent être reconnues à l'extérieur et dans le monde professionnel. Et vous nous disiez, Monsieur Pinault, en préparation, qu'avant d'avoir découvert Diagoriante, vous utilisiez déjà des outils pour identifier les compétences chez les jeunes en service civique. Qu'est-ce que vous a apporté de plus Diagoriante ? L'aspect numérique, l'aspect accès immédiat. À la période Covid, on n'était pas amené à pouvoir se rencontrer en groupe. Et ça nous a permis l'année dernière de mettre en place justement l'identification des connaissances à distance. C'est quelque chose qui, jusqu'ici, on le procédait uniquement en interne au sein du groupe, autour de tables rondes et de petits travails sur papier, à vrai dire. Aujourd'hui, le numérique leur permet à eux d'avoir aussi une vision avec le monde extérieur du SDIS 44. Très bien.
C'est une introduction parfaite. Je vais donner la parole à Monsieur Chaumette et puis peut-être que Monsieur Pinault, si vous pouvez rester avec nous, puisque vous êtes susceptible d'être appelé pour une intervention, mais si vous êtes avec nous jusqu'au bout, peut-être il y aura des questions pour vous par la suite un peu plus concrètes sur comment vous l'utilisez. Avant ça, on va, avec Monsieur Chaumette, découvrir Diagoriant. Donc, et peut-être commencer, Monsieur Chaumette, par nous expliquer ce qu'est ID6 et ce qu'est une start-up d'État. Oui, bonjour à tous. Alors, j'ai préparé des slides assez classiques, un petit PowerPoint pour vous illustrer mon propos. J'espère que vous voyez bien ma première slide. Parfait. Ouais, voilà. Donc, vous disiez tout à l'heure que Diagoriant est une start-up d'État qui est portée juridiquement par une association qui s'appelle ID6. Et donc, on est incubé à la DINUM chez beta.gouv dans les services du Premier ministre. La start-up d'État est intégralement financée et portée par la DGEFP, donc ministère du Travail, et a vocation à devenir un service public gratuit. Voilà, le projet a démarré depuis 2018. Il y a eu un grand appel à projet qui a été lancé par le ministère du Travail et puis piloté par les équipes de beta.gouv. Et donc, nous avons été choisis. Alors, l'idée de start-up, c'est développer en fait un modèle de construction très itératif. Dans les start-up d'État, vous voyez, on crée des petites équipes qui vont aboutir à un prototype numérique qui va être testé sur des boucles itératives. Attendez, il y a mon téléphone qui sonne. Voilà. Il y a un cheminement comme ça très itératif qui est très centré usager, centré terrain. Et l'idée, c'est que tous les 6 mois, on fait un point pour voir si on a de l'impact ou pas. Donc, on n'est pas parti d'une feuille blanche quand on a été sélectionné, parce que l'association, et c'est un peu la particularité de cette start-up d'État de Diagoriant, parce que vraiment, ce sont des agents publics qui portent les startups d'État, qui ont repéré des irritants dans leurs services avec des usagers, dans des problématiques organisationnelles et fonctionnelles, et qui développent des équipes à partir de leurs services. Là, vous voyez, la particularité, c'est qu'on est une association qui a plus de 20 ans d'existence et qui a énormément travaillé sur la reconnaissance et la valorisation des compétences transversales. Vous voyez, on a cheminé pendant des années autour d'expérimentations sociotechniques, de la recherche fondamentale, beaucoup de projets européens qui nous ont permis d'aborder en fait la compétence à partir du terrain. Et on a essayé de stabiliser une pédagogie qui permet, tout en étant instrumentée par le numérique, d'appliquer, je dirais, 2 principes. C'est ça qu'il faudrait vraiment retenir dans le processus pédagogique de Diagoriant. D'abord, c'est que le principe de ne pas être, je dirais, aliéné à un algorithme pour travailler autour de ses compétences, c'est-à-dire ne pas être dans un format où on va cocher des cases et on aurait comme ça un radar de compétences qui matcherait avec des métiers, vous avez compris, des principes adéquationnistes. L'autre sujet, c'est de faire en sorte que la personne, justement, en corollaire de ça, soit vraiment acteur pour développer des processus, je dirais, d'agentivité, de réflexivité, pour qu'elle construise en fait sa carte de compétences. Nous, on dit souvent aux jeunes, par exemple, que quand la carte elle sort, qui est-ce qui fait la carte? Est-ce que c'est la machine ou c'est toi qui l'as produite? Donc ça, c'est vraiment important pour se détacher, je dirais, de mécanismes de clic-souris qui emmènent les gens dans des tunnels sur Internet et finalement, le travail de réflexivité ne se fait pas. Vous voyez, donc, toutes ces phases-là, comme ça, toutes ces étapes de construction qui nous ont fait cheminer à travers différents projets ont abouti en fait à cette start-up d'État, à ce dispositif aujourd'hui, qui est pas mal utilisé dans le monde de l'insertion, évidemment. Hein, c'est notre première cible. On travaille beaucoup avec les missions locales. Et puis, dans le cadre de prépa-apprentissage, Décidément, tout le monde s'est donné rendez-vous pour vous contacter en plein webinaire. Non, mais parce que je voulais me chronométrer pour ne pas dépasser les 20 minutes. Et puis, j'ai appuyé sur un mauvais bouton, donc toutes les secondes, ça sonne. Mais je l'ai arrêté là. Donc voilà, donc le premier champ d'intervention, c'est plutôt l'insertion. Et l'idée, c'est d'outiller en fait, la garantie jeune. Vous voyez, par exemple, les EPID. Là, tout dernièrement, on a conventionné avec l'AFPA sur les promos 16-18. Sur l'engagement également avec le SNU et le service civique. Et puis, le monde scolaire, où on copilote avec l'INETOP, les équipes de l'INETOP qui travaillent évidemment beaucoup sur l'orientation scolaire, et puis 10 académies et puis une 50aine de psychologues de l'orientation, et bien une expérimentation en milieu scolaire. Avec l'idée derrière, donc tout ça, de pouvoir apporter aux jeunes bénéficiaires, je dirais, une méthode, des grilles de lecture qui leur permettent de pouvoir analyser des expériences
qu'elles soient dans le cadre d'accompagnement, dans le cadre scolaire ou extrascolaire, extra-professionnel, et pouvoir avoir comme ça une méthode pour parler de ces expériences en les analysant et puis pour pouvoir se mettre en avant. Le dispositif Diagoriante propose 3 livrables aux usagers, une carte de compétences avec toute une méthode qui est encadrée pédagogiquement. Donc, les personnes ont envoyé une carte de compétences qu'ils peuvent communiquer. On propose également dans un deuxième temps des fiches métiers, découvertes métiers. Donc, ce ne sont pas des fiches informationnelles, mais vous allez comprendre qu'on essaie de mettre en cohérence ce qui est renseigné par la personne et puis des métiers qui sont poussés. Et enfin, ce qui est vraiment pour nous un atout très important, et on voit qu'on a beaucoup d'impact là-dessus, c'est la géolocalisation des opportunités, qu'elles soient en fait de la formation professionnelle, d'une entreprise qui peut nous accueillir en PMSMP ou très prochainement tout ce qui est lié à de l'engagement. L'idée, c'est de pouvoir montrer aux personnes qu'à côté de chez soi, on a la possibilité de s'engager dans quelque chose, de l'engagement, une PMSMP, donc une immersion pro, un stage découverte, ou même tout prochainement un job. Voilà, la géolocalisation est vraiment un atout vraiment essentiel. Et notre idée, c'est aussi que l'orientation se fait dans le réel, dans l'altérité, dans la rencontre avec des gens, des odeurs, des univers, et non pas derrière un écran. Voilà, donc ça, c'est une introduction de contexte du dispositif. Je voudrais vous montrer comment, en fait, on anime Diagoriante. La plupart du temps, c'est quand même en collectif, en groupe. L'idée, c'est d'avoir, vous voyez, une brique formative. Je vous disais qu'on essaie de développer une compréhension, en fait, de ce qu'on fait lorsqu'on parle de ses compétences et de ses expériences. Et cette brique formative, pour nous, elle est vraiment essentielle parce qu'elle, déjà, elle met en perspective ce qu'on doit faire comme travail intellectuel quand il s'agit de repérer des compétences dans des expériences et puis pour pouvoir les mettre en avant. Donc, on passe par différentes activités. Ça dure une matinée, entre 2 heures et une matinée, avec l'idée de faire comprendre que, vous voyez, on ne va pas aller chercher à stabiliser ou à objectiver des traits de personnalité ou des traits de caractère, mais on va plutôt, en fait, partir des expériences des jeunes pour pouvoir remonter vers le référentiel. On est vraiment dans une démarche inductive de bout en bout et on passe par différentes activités qui permettent de comprendre ça. Il y a un jeu vidéo notamment qui est très très court, qui nous permet vraiment d'horizontaliser la démarche. Et on comprend avec les jeunes que, vous voyez, quand on joue à une équipe de restauration rapide, on sert des frites et des coca, de manière implicite, on utilise des compétences, on les mobilise. Et pour les faire ressortir, on a besoin de revenir en arrière et puis comme ça d'aller investiguer l'expérience pour la penser en termes d'activité et faire du lien avec des compétences. Donc avec le jeu vidéo, on comprend très rapidement ça. Hein. Les jeunes, ils voient que, en fait, dans les activités du jeu vidéo, on a pris des commandes, on a chauffé des frites, etc. Mais si on veut en parler en termes de compétences transversales, il est nécessaire de faire ce travail d'investigation et de mettre à distance l'expérience pour voir ce qui s'y est passé en termes d'activité. C'est ça, en fait, où se joue notamment la réflexivité, parce que là, on n'a pas tout le temps de trop en parler, mais il y a un processus de gradation des compétences qui fait qu'on se demande ce qu'on a fait. Et ça remet en fait la personne dans la situation qu'elle a vécue. Et elle voit que, par exemple, la compétence organisée, elle peut se mettre au niveau 4 à condition qu'elle a encadré d'autres personnes, mais elle se mettra à des niveaux 1 ou 2 si elle est sous supervision, en situation professionnelle. Et vous voyez, si les jeunes sont dans une situation sportive, sont capitaines de leur équipe, ou ils arbitrent des matchs, eh ben, ils peuvent tout à fait se mettre à des niveaux 3 ou 4. Et c'est tout là l'intérêt en fait, du processus, d'aller chercher aussi dans les expériences informelles, non formelles, des compétences qu'on a mobilisées et qui parfois représentent en fait le premier atout, la première valeur qu'on peut mettre en avant dans un processus de réflexion, de cheminement, d'orientation, ou bien tout simplement pour se présenter pour un job ou une immersion professionnelle. Et donc ce premier travail en fait, qui passe par le jeu, il permet de décortiquer un peu le truc et de dire aux jeunes que parler de ses compétences, c'est pas n'importe quoi, ça ne repose pas ni sur l'affect, ni sous des formes d'intuition, mais il y a une méthode qu'on va appliquer et qu'on va apprendre. Et on l'apprend grâce au référentiel de compétences RecTech, qui est en fait une grille de lecture qui nous permet de parler de toutes ces expériences en termes de compétences. Vous voyez là le référentiel comme ça, donc il y a une dizaine de compétences. Nous, on l'aime bien, on a utilisé beaucoup de référentiels. Celui-là nous paraît vraiment intéressant parce qu'il est adossé au cadre européen des certifications. Donc, on peut mettre en correspondance des prérequis de certification, de CQP, etc., mais également des attendus au contexte professionnel. Et ça, c'est vraiment intéressant, notamment la gradation. C'est le deuxième atout qui nous a fait que
qu'on a embarqué totalement sur ce référentiel-là, parce qu'en fait, la gradation permet, comme je vous le disais, de pouvoir être dans une posture où on est en situation de réflexivité par rapport à des situations. Donc, le référentiel, peut-être, je ne sais pas si tous les participants connaissent le RECTEC, ça commence à être, je pense, partagé dans la communauté de professionnels. Est-ce que vous pouvez nous dire, en quelques mots, comment il a été développé, ce référentiel d'identification des compétences transversales? C'est bien ça? Oui, alors oui, c'est vrai que j'ai un peu vite sur le sujet. Pardon. RECTEC, c'est reconnaître des compétences transversales en lien avec l'employabilité et le cadre européen de certification. Et il est issu de travaux de plus de 10 ans qui sont pilotés par Mariella de Ferrari et le groupe de l'AEFA, de l'agence Erasmus Plus à Bordeaux. Le RECTEC a été conçu avec beaucoup d'experts. Il y a autant du monde de l'éducation nationale, de Pôle emploi, il y a eu AGFOS PME qui était impliqué dans les travaux, piloté par ce groupe de compétences transversales de l'AEFA. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir en fait proposer un référentiel qui permette de travailler en fait la dimension transversale des compétences, mais sans la dissocier du geste technique. Donc, il y a l'idée que en fait, la compétence embarque avec elle en fait, la dimension technique. On ne dissocie pas en fait, le geste technique ou la capacité technique de la compétence transversale. Donc, il y a toute une approche en fait, qui a été testée. RECTEC est un des référentiels en Europe qui a été le plus testé dans des champs en fait, d'expérimentation au niveau scolaire, au niveau de l'entreprise, au niveau du recrutement, par exemple, dans des usages de recrutement, d'orientation et de validation des acquis. Donc, c'est un référentiel aujourd'hui qui va, là pour Diagoriante Jeune, qui va du niveau 1 à 4 sur le niveau CEC. Mais le 23 septembre, si vous êtes intéressé, il y a le lancement de RECTEC Plus qui va jusqu'au niveau 8 et qui permet comme ça de travailler en fait une approche objectivante des compétences. L'idée, vous voyez, c'est qu'on n'est pas sur des compétences non cognitives, mais d'aller chercher en fait l'objectivation des compétences avec ce processus de gradation. Effectivement, il est de plus en plus utilisé et le 23, le lancement du RECTEC Plus là, va présenter des usages d'orientation dans le secondaire, dans le SUP, dans le supérieur, mais également dans la fonction publique et avec des cadres. Donc, le lancement du RECTEC Plus va coïncider avec le lancement de la nouvelle application Diagoriante. Oui, pas tout à fait, mais j'en parlerai tout à l'heure. D'accord. Bon, je continue là. Vous voyez, sur ce référentiel-là, quand vous mettez ce document sous les yeux d'un jeune, ça peut paraître compliqué. Ce n'est pas ça qu'on fait, justement. On fait tout un. Je vous parlais tout à l'heure de la brique formative qui permet de comprendre justement le fait que dans RECTEC, il y a des compétences qui coiffent des niveaux. C'est structurant parce que c'est objectivant. Et les jeunes apprennent comme ça, par une succession de jeux, eh bien, avec un jeu de cartes, par exemple, comment en fait, on peut graduer des compétences en liant à des situations. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ces jeunes puissent verbaliser à travers toutes ces situations-là et comprendre que quand ils font quelque chose, ils mobilisent des compétences de manière implicite et qu'on a toujours cette méthode de revenir en arrière pour analyser ce qui s'y est fait. Là, vous voyez par exemple une situation de s'exercer en collectif à construire une tour la plus haute, la plus stable possible, qui mobilise des compétences communicationnelles, organisationnelles. Et donc, l'idée, c'est pareil, de revenir après sur cette situation-là en commun avec le référentiel et puis de voir ce qui a été mobilisé. En plus de la dimension, je dirais, fun et pratique et concrète, je veux dire, c'est tout à fait intéressant pour comprendre en fait, là, comment on mobilise toutes ces compétences en situation. À la fin de la brique formative, les jeunes ils sont capables de repérer une expérience de stage informel, de sport, de loisirs, de la décortiquer en activité et puis de graduer les compétences. Vous voyez, 2 ou 3 compétences de référentiel. Donc, ils sont capables de faire ce travail qui est compliqué, hein, mais qui a été un élément de formation dans toute la brique formative. Voilà. Donc, une fois qu'ils ont fait ce travail de préparatoire, je dirais, ils sont prêts à entrer dans le dispositif numérique et puis de faire leur carte de compétences. Hein. C'est la première étape, dans l'étape se connaître. Il y a une étape se former au sujet de la compétence et de la méthode pour repérer les compétences, et une étape après où on essaie de capitaliser et on va construire sa carte de compétences. Et vous voyez, donc c'est assez simple. Donc, on peut renseigner des expériences perso, par exemple, ça peut être famille, par exemple. Et puis, on va cliquer sur des activités. Voilà, je prends soin d'un proche, j'aide mes proches à gérer l'administratif. Je peux aussi ajouter des choses dans le bloc blanc. Je vais cocher sur quelques compétences.
et je vais me graduer. Vous voyez, ce processus-là, ils ne le découvrent pas devant l'interface, hein, ce qui serait quand même assez violent. Ils ont été préparés au fait qu'on part de l'expérience, on sait que l'expérience, elle est décortiquée en activité, et on fait du lien avec la compétence, comme ça, de manière inductive, et puis on se gradue. Voilà. Et puis, on peut tout à fait demander, je vais présenter tout à l'heure, une recommandation. Ben, c'est pour ça que je voulais vous montrer. Donc, voilà, on va voir la carte de compétences tout à l'heure, mais voilà, là, on a renseigné une expérience perso. Et pro, c'est un peu différent. L'idée, c'est qu'on a constaté que les jeunes avaient du mal à parler de leurs expériences. Ils disent, par exemple, j'ai travaillé chez Auchan. Donc, nous, on a relié, puisqu'on a aspiré en fait tout le ROM V3 de Pôle emploi, et on a réécrit en fait une partie du ROM pour pouvoir aider les jeunes eh bien, à choisir des compétences, des expériences qu'ils ont vécues. Vous voyez, s'ils ont fait de la maçonnerie, par exemple à la maison, ou s'ils réparent des voitures. Ça peut être des situations qui sont en dehors d'une situation professionnelle, mais peut avoir en fait un poids dans des décisions d'orientation. Donc, si par exemple, on peut mettre mécanique, automobile et entretien, voilà, et là, on peut cocher pareil des activités, on peut mettre des compétences. Il y a toujours l'idée de se graduer par rapport à la situation qu'on a renseignée. On peut mettre des dates par rapport à ce qui est renseigné. On peut demander une recommandation et on peut voir sa carte de compétences. Donc, la carte, là, je suis sur le compte de quelqu'un, donc c'est déjà pré-rempli. Et vous voyez, tout ce qui est renseigné est rempli comme ça. Quand on demande une recommandation par un tiers, ça s'affiche avec un badge. L'idée, c'est de pouvoir être dans un processus de reconnaissance, d'établir des pôles comme ça de reconnaissance sociale par des pairs, par des tuteurs ou par un ancien employeur. En PMSMP, ça se fait pas mal avec les missions locales, où les jeunes qui font un stage d'immersion de découverte, ils vont aller chercher une recommandation du tuteur pour que ça apparaisse sur la carte de compétences. Donc, Pascal, on avait une question de Monique qui revient sur la brique formative, sur vivre des activités pour en dégager des compétences, et qui demande si les jeux sont associés à l'animation. J'en profite du coup pour aller dans ce sens-là sur les jeux dont vous avez montré en fait là des visuels. Comment les conseiller en non-connaissance, comment vous mettez ces dispositions-là, comment vous mettez à disposition ces ressources? Alors, tout est le jeu vidéo, les jeux de cartes qui sont digitalisés sont dans la plateforme. Et lorsque vous créez un compte pro, vous avez un espace pro à partir duquel vous pouvez aller télécharger en fait tous les documents d'animation. Donc, toute la suite documentaire, les jeux, il y a des fiches d'animation qui sont téléchargeables à partir de l'espace pro. Vous voyez, cette carte de compétences, elle permet d'être un support pour se présenter. Donc, il y a pas mal d'exercices à la fin de cette étape-là, de prendre conscience qu'on mobilise des compétences, des exercices de pitch de soi-même, de simulation d'entretien. Quand on télécharge la carte de compétences, elle devient un outil qui peut alimenter un CV, qui peut permettre d'être un CV. Donc, on peut l'imprimer, on voit on peut faire apparaître les recommandations, etc. Donc, l'idée, c'est que ce support est un support de communication pour se présenter à d'autres, mais c'est aussi un support où on va capitaliser, on va aussi faire de l'évaluation. Quand je dis de l'évaluation, c'est que lorsque les jeunes sont en stage ou en immersion, ils peuvent, comme je vous l'ai dit, aller chercher de la recommandation par un tiers de confiance. Et l'idée, c'est avec les équipes pédagogiques, le jeune, et puis les tiers que sont l'entreprise ou bien une structure associative, etc., fassent comme ça la triangulation pour pouvoir évaluer les compétences qui font l'objet de l'évaluation, et tout le monde a un même degré de niveau de connaissance, je dirais, de ce qu'on va évaluer. Il y a également juste un petit détail qui est vraiment important pour nous, l'expérience accompagnante, c'est que le professionnel peut pousser des expériences pour son groupe. Ça, c'est vraiment intéressant pour ceux qui font des pièces de théâtre avec leurs jeunes, ceux qui font des visites d'entreprise, par exemple. Nous, on voit que les jeunes traversent des dispositifs d'accompagnement. Ils ont souvent du mal à en parler. Et là, l'idée, c'est de pouvoir avoir des expériences, des micro-expériences qui sont visibles dans la carte de compétences du jeune et qui sont autant de situations apprenantes qui peuvent être évaluées par le jeune ou par le collectif qui en est bénéficiaire, mais également par le pro. Et dans l'espace pro, il y a tout un système de suivi où vous voyez si votre groupe s'est auto-évalué ou pas. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est pas mal et qui est bien utilisé. Donc,
Je vais avancer assez rapidement. Voilà, donc la partie me connaître, vous l'avez comprise, une grosse partie formation, une animation pédagogique qui permet de comprendre ce qu'on va faire avec une carte de compétences. Après, il y a la complétude de la carte qui peut se faire en fait en plusieurs étapes. Et ensuite, il y a une phase, je dirais, plus projective qui s'intéresse au centre d'intérêt et plutôt à des choses qui sont liées à l'orientation, où là, on demande par exemple de cocher, de sélectionner des intérêts professionnels, enfin, des choses qu'on aimerait trouver idéalement dans une situation professionnelle. Donc, on voit par exemple… Pascal, Oui, pardon. On a une question de Pierrick du CIBC qui dit bravo pour ce travail et qui, effectivement, je pense que d'autres ont dû se la poser. Y a-t-il des liens avec les open badges et avec la reconnaissance ouverte des compétences? dans la philosophie, il y a des liens évidemment, mais nous, on a créé une plateforme d'open badge selon les standards d'IMS Global, c'est-à-dire d'interopérabilité, etc. Et on a testé avec des professionnels. Et je dirais qu'à ce jour, on n'a pas de résultats en fait, intéressants dans le sens où ça alourdit tous les processus pour générer le badge, pour les processus d'endossement, etc. Donc, pour l'instant, on a mis notre plateforme d'open badge de côté. Et on a ce processus-là qui marche vraiment bien, qui est assez facile, très accessible, d'aller chercher de la reconnaissance, alors vous l'avez vu, hein, de manière très horizontale qui permet de rendre visible une expérience. On n'est pas, c'est une forme d'endossement, mais c'est proche de la reconnaissance. C'est de la reconnaissance qui est proche de l'endossement, mais on n'en est pas encore à un système d'open badge. Mais les perspectives nous disent que ça devrait arriver, mais on attend encore un petit peu parce que je pense que ça manque de maturité à l'heure d'aujourd'hui. On l'a testé avec des dizaines et des dizaines de jeunes. Les jeunes ne voient pas la valeur d'un open badge aujourd'hui. Les entreprises, des PME par exemple, non plus. Donc, il y a une question, en fait, je dirais, de maturité par rapport au sujet, de connivence par rapport au sujet qui fait qu'on ne l'utilise pas encore aujourd'hui. Vous avez vu, là, les intérêts professionnels. Donc ensuite, il y a l'idée de classer. Si on aimerait, par exemple, exercer une activité physique dans son travail, pas rester assis devant un écran toute la journée, on veut utiliser le numérique pour autant, on aime bien bricoler, distraire, animer, éduquer, etc. Donc voilà, il y a l'idée de hiérarchiser ses intérêts professionnels. Et puis, on peut également pondérer ce qu'on a bien aimé, c'est-à-dire qu'on va dire à la machine qu'elle nous pousse des choses qui sont en lien avec ce qu'on a aimé faire. Par exemple, animation sportive. Et puis, nous, on a quand même souvent des jeunes qui sont sans diplôme. Donc, l'idée, c'est de viser le niveau au-dessus, donc CAP Bac. Et puis là, en fait, la machine va pouvoir nous proposer un top 12. Il y a un top 12 qui reprend la pondération de l'algorithme. C'est-à-dire que c'est normal que l'éducateur sportif, là, arrive en premier, voilà, moniteur plongeur, etc. Mais notre objectif, ou moniteur de ski, l'objectif, c'est d'élargir le spectre, hein, de casser un peu les horizons souvent très fermés des pistes de métier que les jeunes ont en tête. Nous, on a fait une enquête exploratoire auprès de 200 jeunes et on est sur 6 ou 7 métiers chez les jeunes qui sont accompagnés. Donc, l'idée, c'est de voir que si le métier, là, par exemple, l'agent d'exploitation, il sort, il ne sort pas de manière hasardeuse. C'est-à-dire qu'il y a 2 centres d'intérêt que le jeune a cochés qui sont en lien avec ce métier. Il y a des compétences qui sont en lien avec ce que le jeune a renseigné. Et puis, peut-être que ce métier-là, il se fait à côté de chez moi. Donc, je vais pouvoir regarder s'il y a une immersion possible pour pouvoir le tester. Il y a également… Alors justement, il y avait tout à l'heure Flora qui posait une question sur cet algorithme. En fait, alors je suppose que Flora connaît déjà un peu le système parce que la question était assez précise. C'est-à-dire que si un jeune va être au dernier niveau dans une compétence parce qu'il est bon dans cette compétence, mais qu'il n'aime pas l'exercer, comment faire pour que la plateforme ne sorte pas des idées de métier qui ne vont pas lui correspondre? Bon, la question est assez précise, mais en gros, la question derrière, c'est comment fonctionne l'algorithme. Mais justement, on n'a pas construit l'algorithme sur les compétences que les jeunes enseignent, mais on a construit l'algorithme, enfin, c'est conçu avec les compétences qu'il a enseignées, mais surtout à partir des intérêts professionnels qu'il a enseignés. La pondération, elle est plus forte côté intérêt. Et si dans les intérêts, il surpondère une expérience professionnelle, là, l'algorithme, il va prendre en compte. Et Monsieur Chaumette, là, donc, ce que vous nous présentez, c'est les fiches métiers du ROM, donc un référentiel que les professionnels EFOP connaissent très bien et qu'on ne reconnaît pas tout à fait notamment les accroches des métiers.
Nous, on n'a pas fait des fiches ROM. Pour l'instant, de toute façon, on retravaille tout ça actuellement, mais on ne voulait pas justement proposer une fiche ROM. Tous nos tests terrain nous montrent qu'au bout de la 5e ligne, les jeunes usagers en fait, décrochent de la lecture. Donc, on voulait avoir 3 niveaux d'information. Il y a la correspondance avec les compétences, le lien avec les intérêts, et puis juste un petit écrit comme ça. Mais on ne sait pas si on va encore aujourd'hui compléter avec de la vidéo ou quoi. Donc, ça, c'est un truc sur lequel on réfléchit. Et il y a un questionnement là, qui a été fait, donc ça c'est vraiment intéressant. On a travaillé ça avec des conseillers d'orientation psychologue, où il y a 4-5 questions sur voilà, comment l'idée de travailler le stéréotype métier, la représentation sociale du métier que je me fais. Et cet espace-là, en fait, ce moment-là où on arrive devant le métier, il est accompagné. Hein, ce n'est pas le jeune tout seul devant son écran. Donc ça fait toujours l'objet d'un atelier d'orientation approfondie où on va essayer de comprendre pourquoi le métier est poussé et peut-être que justement je peux m'y intéresser parce qu'à côté de chez moi, il y a des choses qui s'y pratiquent. Vous voyez, donc là, par exemple, si je veux me tester dans ce métier-là 4 ou 5 jours dans une PMSMP ou une immersion, j'ai 192 résultats à Lyon, donc je peux réduire en termes de kilomètres. Je n'aurais pas dû mettre Lyon, j'aurais dû mettre une ville par chez vous, désolé. Nantes. Ouais, je vais le mettre après. Donc, vous voyez, on a des structures en fait, qui sont poussées là parce qu'elles ont déjà accueilli des personnes en immersion dans les 6 derniers mois. Donc, il y a un nettoyage en fait, qui est fait tous les mois et c'est actualisé, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et si on veut, par exemple, contacter une structure, on a la possibilité de joindre la carte de compétences, d'écrire un petit mot. En général, les jeunes, ils ne le font pas. Les jeunes accompagnés en mission locale, par exemple. Hein. C'est plutôt en fait, l'encadrant qui s'occupe de faire le lien avec les entreprises. Mais il y a la possibilité de pouvoir contacter une entreprise voilà, de manière géolocalisée et de se dire que ben, voilà, donc je peux tester quelque chose à côté de chez moi pour construire mon orientation. Et il y a également la possibilité de chercher une formation. Dans ce cas-là, nous, on est branché sur mission apprentissage, la mission interministérielle de l'apprentissage. Et pour l'instant, on ne pousse que des formations d'apprentissage. Et là, c'est idem. On a la possibilité sur une carte de voir autant des centres de formation en apprentissage que des structures. Donc là, c'est la bonne boîte en fait, qu'on a répliquée sur la carte, des structures que l'on peut démarcher. Donc ça, c'est des offres potentielles. Voilà, donc vous voyez ce parcours qui part de me connaître avec la possibilité de générer une carte de ses compétences, de comprendre une méthode pour parler de ses expériences en termes de compétences. Nous, on voit que, par exemple, en milieu scolaire, ensuite, il y a pas mal de groupes d'établissements scolaires qui travaillent sur la découverte des métiers. Voilà, avec les mots, avec la géolocalisation. Et par contre, sur les prépas apprentissage et les missions locales, par exemple, il y a vraiment l'idée de trouver une immersion. Hein. Moi, je vois des ateliers où là, les jeunes doivent impérativement recueillir des données, des coordonnées, des adresses pour aller démarcher les entreprises. Et dans les prépas apprentissage, eh bien, repérer une entreprise ou un CFA à côté de chez soi. Parfait. Avant d'arriver sur une question comme celle de Pierrick sur le temps de formation nécessaire pour les professionnels, on va peut-être d'abord passer la parole à Aurélie Malaval, puis ensuite à Catel Autray pour nous dire, alors Aurélie, donc vous travaillez à la mission locale de Sarthe-Nord, et vous, depuis combien de temps vous avez été formée à Diagoriante, et puis comment vous l'utilisez aujourd'hui ? Bonjour à tous. Donc, j'ai été formée au mois de mars. On a suivi avec Monsieur Chaumette, avec plusieurs collègues, cette formation. Donc, on l'utilise en fait, nous, dans le cadre de la garantie jeune. C'est un dispositif qui accompagne des jeunes sur 1 an, un petit groupe de jeunes, qui commence par un collectif de 4 semaines. Donc, je l'utilise durant ce collectif en 2 parties, parce qu'en une seule fois, ça faisait quand même beaucoup. Donc, sur une première demi-journée où je vais leur présenter Diagoriante, en commençant avec le petit jeu aussi burger, etc. Puisque l'idée, c'est de leur faire comprendre qu'à travers, on va travailler à travers leurs expériences beaucoup personnelles aussi, parce que souvent, ce sont des jeunes, nous, qui n'ont pas forcément d'expérience professionnelle, et de pouvoir voir qu'en fait, ils ont beaucoup de compétences. Donc, on commence avec ce petit jeu pour bien comprendre ce que c'est qu'une compétence.
Ensuite, on voit le RECTEC ensemble pour qu'ils puissent aussi arriver à s'auto-évaluer. Ça, ce n'est pas toujours évident. Et on va jusqu'au bout. Je leur fais remplir seulement une expérience personnelle ou professionnelle pour qu'on aille vraiment jusqu'au bout, jusqu'aux recherches, jusqu'à la géolocalisation, en fait, pour qu'ils voient l'intérêt de l'outil pour leur recherche de stage, puisque sur ce dispositif Garantie Jeunes, ils vont devoir faire des stages. Et sur un deuxième atelier, là, vraiment, je vais leur demander de remplir leurs expériences personnelles, professionnelles et les centres d'intérêt. Ça va faire vraiment toute leur carte de compétences. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, des opportunités de stage qui sont proposées dans l'application ? C'est plutôt pas mal. C'est bien que ça s'enrichisse au fur et à mesure parce que j'ai eu des jeunes qui ont pu trouver des entreprises avec lesquelles nous-mêmes n'avions pas encore travaillé. Donc, c'est plutôt intéressant de savoir quelles entreprises ont récemment mis en place des conventions de stage et vers lesquelles nos jeunes peuvent du coup s'orienter. Et pour vous, je ne sais pas, quels sont un peu les points forts que vous aimez bien dans le dispositif ? J'aime bien, c'est au niveau de la fiche métier. Alors, il y a plusieurs choses. La fiche métier, parce qu'en fait, les jeunes, donc déjà, elle est différente de la fiche ROM, elle est quand même moins rébarbative, c'est un peu plus ludique. Et en plus, il y a les questions, des questions qui ne répondent pas aux jeunes en disant oui, tu peux faire ce métier ou non, mais c'est vraiment des questions de réflexion. Voilà, le jeune va on va lui poser une question, mais sur ce métier-là, est-ce que tu penses, je ne sais pas, sur le métier de vendeur, est-ce que tu penses que tu pourrais travailler samedi, dimanche, jour férié? Et là, si le jeune se dit, ah ben non, moi les week-ends, c'est avec les copains. Ah, donc le métier de vendeur, voilà. Ça permet vraiment une réflexion en fait sur les métiers que les jeunes auxquels ils n'ont peut-être pas pensé par rapport à leur représentation du métier. Ok, très bien. Merci. Du coup, Catel Autrey du CIO du Mans, vous avez utilisé… Alors, vous êtes formé depuis combien de temps et puis comment avez-vous utilisé Diagoriant pour le moment ? Alors, la formation, elle arrivait avec l'expérimentation et la proposition d'expérimentation de l'INETOP, qui est l'institut qui travaille sur l'expérimentation professionnelle. Ce qui nous a engagés, du coup, on est 4 psy-EN du CIO à s'être engagés dans l'expérimentation dans le CIO. Et donc, ça nous a arrivé avec ces webinaires de formation qui va un outil. Enfin, je pense qu'avant, je ne me serais pas lancée toute seule du tout. Donc, ça doit être à peu près, je pense, la même période qu'Aurélie, je crois. Hein. Je pense on a eu la proposition d'expérimentation en début d'année scolaire 2020. Donc, ça doit correspondre l'année dernière en cours d'année. Ensuite, malheureusement, on a eu des tas de périodes de confinement, donc c'était un petit peu compliqué pour Madame Autrey, est-ce que vous pouvez parler proche de votre ordinateur parce que par moment, le micro grésille et dans ces moments-là, on ne vous comprend pas et peut-être si vous êtes plus proche, ce sera mieux. Est-ce que là, ça va mieux? J'ai l'impression. D'accord. Donc, effectivement, on a été un petit peu bloqué par les périodes de confinement, à la fois pour mettre en place en établissement. J'ai une collègue qui l'a fait en distanciel avec un élève, mais honnêtement, c'est pas l'idéal. L'intérêt, c'est aussi le travail collectif avec les jeunes, moi, j'ai trouvé. Et puis, une autre difficulté que les collègues ont repéré pour le mettre en place avec des jeunes, même retour sur site, c'était le fait que du coup, ils n'ont pas eu beaucoup d'expérience, en fait, que ça soit en stage ou d'expérience personnelle, associative, sportive, etc., pour travailler sur leurs compétences justement personnelles et sportives. Les collègues vont le mettre en place là plutôt à partir de cette année au niveau expérimental dans leurs établissements. Moi, Pardon, excusez-moi. Donc, moi, j'avais l'année dernière un collège lambda, on va dire, sans structure SECPA Ulysse. Donc, j'ai testé, j'ai proposé à un élève repéré qui souhaitait un apprentissage après leur 3e. J'avais repéré 8 élèves, j'ai pas eu beaucoup de réponses. J'en avais 4 qui m'ont répondu, puis après, il y a eu le confinement. Donc, j'en avais plus que 2 qui étaient intéressés. Et je l'ai proposé à un élève de 4e qui avait un parcours individualisé, en fait, qui avait fait des stages en milieu professionnel de découverte.
Et donc, c'est avec ces 3 élèves-là que j'ai testé. Je l'ai fait avec une collègue du CIO en binôme pour faire cette séance, et j'ai prévu une séance de 2h30, donc plutôt avec l'objectif d'être sur l'aspect compétences et pas sur l'aspect encore centre d'intérêt, puisque c'est des élèves qui avaient déjà décidé dans un domaine ou dans un autre. Donc, je suis restée plus dans l'idée de les aider à repérer leurs compétences pour pouvoir parler d'eux et peut-être avoir plus confiance en eux pour aller voir des professionnels. Donc, toute la partie… Oui. Ce que je vous propose, peut-être, essayez de couper votre webcam, parce qu'il y a vraiment malheureusement des moments où on ne vous comprend pas. Donc, effectivement, en travaillant avec des collégiens, c'était plus compliqué pour vous qu'ils fassent part de leurs expériences. Comment vous avez compensé ça pour travailler avec des collégiens sur leurs activités? Ils ont quand même… Là, ça va ou pas au niveau du son? Bof. Dans l'immédiat, oui. Et puis après, il y a un moment où ça vrille. Déjà, les collégiens, ils ont tous fait un stage, ils avaient fait un stage en milieu professionnel en début d'année. Donc, ils ont tous au moins cette période-là. Et puis, ils ont aussi des expériences sportives ou autres. Donc, on est parti sur ces aspects-là, en fait. En fait, on a travaillé aussi sur… Vous m'entendez toujours là? C'est revenu. On a travaillé sur une expérience collective fictive qui était organiser un tournoi d'élèves, quelque chose qu'ils ont déjà connu les années antérieures. Et donc, ils ont ensemble essayé d'identifier les activités et à partir ensuite de la carte RecTech, quelles étaient les compétences qui se rattachaient à ces activités. Et ce moment-là, ils l'ont bien aimé. À la rigueur, je dirais que c'est peut-être le moment collectif d'échange et de repérage de ce qui pour organiser quelque chose qui leur a le plus plu dans le déroulement de la séance. Alors, au cas où vous n'auriez pas entendu à ce moment-là, ils ont travaillé sur un tournoi de basket prof-élève qui était déjà effectivement une habitude dans l'établissement. Donc, c'est le cas de figure qu'ils ont pris pour travailler sur la question des compétences. Merci beaucoup pour ces témoignages. Il y aura peut-être des questions pour vous par la suite. Et puis, il y a déjà quelques questions encore auxquelles on va s'attacher à répondre. Et avant ça, Monsieur Chaumette, du coup, vous aviez des annonces à nous faire puisque Diagoriant va bientôt évoluer. En tous les cas, une nouvelle version de l'application va sortir très prochainement. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, justement, je voulais vous mettre une petite vidéo qui dure 1 minute. Et donc, on a, nous, la perspective là de sortir une version qui est tout public, donc y compris le public jeune, mais aussi réservé à des gens de 50 ans qui voudraient se reconvertir, vous voyez. Donc, on a changé un peu les graphiques et puis on a surtout retravaillé en fait l'ergonomie, le cheminement vers la carte de compétences qui va s'appeler aujourd'hui CV compétences. Et on garde le même principe, le principe de partir de l'activité pour remonter vers le référentiel. Mais par contre, alors vous voyez, donc il y a un CV qui se complète automatiquement qu'on va pouvoir en fait modifier. Et en face, on a l'ensemble du ROM avec des éléments que vous connaissez déjà. Ça ressemble un peu à ce qu'on trouve dans d'autres sites, mais on a beaucoup de formations, des emplois, des stages et toujours en fait de manière géolocalisée. Là, la vraie plus-value, c'est le fait de pouvoir embarquer le ROM 4.0 qui n'est pas encore disponible. Là, aujourd'hui, on est sur le ROM V3. Donc, le ROM 4.0 avec des compétences transversales, toute l'artillerie sémantique de toute activité possible. Là, on fait des tests absolument exceptionnels de voir qu'il suffit de rentrer un mot et ça permettra aux personnes, notamment les plus fragilisées sur le front de l'emploi ou sur le front des apprentissages, de pouvoir nommer, verbaliser des activités avec une variété très, très large, puisqu'on va embarquer en fait des milliers de dénominations techniques associées donc à des compétences techniques et associées à des compétences transverses. Donc, ça va être vraiment intéressant. Donc, vous voyez un couloir en fait standard pour tout le monde et on aura également, un tunnel entre guillemets pour de la VAE par exemple, avec des choses un peu plus fines
et travailler dans la dentelle si on veut, par exemple, évaluer des compétences, des situations qu'on a pu vivre et les mettre en regard en fait, des perspectives de formation. Donc, du coup, le référentiel des métiers, ce sera le ROM 4.0, donc beaucoup plus élaboré. Est-ce que sur l'usage de la nouvelle application, là, on est sur un usage en collectif avec une phase formative préalable à l'application que vous avez présentée tout à l'heure? Est-ce que ça se présentera de la même façon ou différemment? Et nous, ce qu'on constate actuellement, par exemple, sur notre version jeune, il y a à peu près 5000 jeunes qui passent par Diagoriant par mois et on a 55-56% en autonomie. Vous voyez, donc, on s'est dit qu'on allait avoir un usage, donc tout public, totalement autonome. Et on va essayer d'apporter une guidance qui ne soit pas trop lourde pour les gens. Mais par contre, on va garder des processus et des usages pédagogiques qui font que tout ça soit mis en cohérence de manière accompagnée. Donc, il y a bien en fait un format en autonomie sur Diagoriant tout public, mais également, on a déjà écrit en fait, des activités pédagogiques d'accompagnement pour de la VAE, pour de l'orientation, on fait même un jeu, par exemple, c'est le jeu de recrutement que vous devez connaître, qui repose sur Diagoriant, où on pourra, avec les demandeurs d'emploi, par exemple, comprendre comment en fait, on écrit dans une entreprise une offre d'emploi et comment on y répond. Et ce sera basé sur Diagoriant. Donc, il y aura un tas d'animations qui seront adaptées pour des publics autant jeunes et moins jeunes. Et pour la partie service civique, Diagoriant sera en fait le support pour délivrer le bilan nominatif dématérialisé qui est inscrit dans la loi. Quand on accueille un jeune en service civique, on doit lui fournir un bilan nominatif. Et donc, on passera par cette nouvelle formule où le jeune va alimenter progressivement sa carte de compétences, donc avec des éléments très techniques, parfois, comme on peut le voir avec le 1044. Donc, un éventail plus large d'activités reliées à des compétences. Et elle-même reliée à des compétences d'engagement. Et puis, le bilan nominatif va se construire progressivement, tout en outillant le parcours à venir, puisque les structures, vous le savez, qui accueillent des jeunes en service civique, doivent aussi accompagner ces jeunes à penser leur devenir, leur orientation après un service civique. Et le service civique étant toujours très impactant dans la suite des parcours. Et donc, l'idée, c'est que le bilan dématérialisé fasse en fait aussi un travail de capitalisation et de visibilité de ce qui a été fait dans le service civique, validé entre guillemets par le tuteur ou la tutrice. Et dans l'accompagnement à la recherche d'emploi, notamment Madame Malaval disait que les jeunes pouvaient avoir le sentiment que si on les a déjà accompagnés pour remplir leur profil sur le site de Pôle emploi, du coup, ils ont le sentiment qu'on refait un peu le même travail. Et de ce point de vue-là, des évolutions sont prévues dans la nouvelle application? Alors, normalement, il est prévu que ce soit très lié on travaille avec la DSI de Pôle emploi. L'idée, c'est que ce qui est fait dans Diagoriant ne soit pas refait avec le profil de compétences de Pôle emploi, vous voyez, que tout s'alimente automatiquement. On a des questions sur notamment les personnes les plus éloignées. Donc, sur la fracture numérique, ça vous paraît pas forcément un frein? Pour les personnes éloignées de l'emploi, du coup, ça vous paraît l'application vous paraît utilisable et ça rejoint un peu la question sur des personnes qui ont peu travaillé de 30 à 50 ans. Quelle version vous conseillez? Moi, je conseille. Alors, nous, on a fait énormément de tests avec des publics très éloignés et de l'emploi ou qui ont vécu des interruptions, maladies, reconversions, etc., plans sociaux. Et parfois, les gens qui n'ont pas travaillé pendant 5-6 ans n'osent même plus se présenter devant un recruteur parce qu'ils ne savent pas quoi dire et qu'on a toujours ce trou dans le CV qu'on ne sait pas comment combler. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher justement avec... tout en étant accompagné, la joue à fracture numérique, mais l'accompagnement est absolument fondamental. Nous, on est contre le fait qu'on mette des gens devant des ordinateurs pour faire leur travail d'investigation des expériences et des compétences. Donc, ces publics sont toujours accompagnés et l'idée, c'est de faire un peu l'inventaire de ce qui s'est fait parfois dans ces trous et de se dire que quand on fait des choses à la maison, quand on est investi parfois dans des associations au niveau local, eh bien, on peut les mettre en avant
sous forme de compétences ou pas, mais en tout cas, on a fait des choses et qu'on peut en tout cas valoriser. Donc, l'accompagnement est toujours absolument incontournable. Les publics qu'on vise, fragilisés, adultes, sont accompagnés. Après, vous demandez quelle version. La version la plus complète est celle qu'on va sortir. La version que je vous ai montrée, c'est plutôt une version jeune qu'on va adapter pour le monde scolaire. Et donc, on réfléchit à une version aussi pour des publics avec des troubles cognitifs, jeunes en IME, personnes en IME, etc. Je crois que vous ne nous avez pas encore donné la date de la nouvelle version. Ah, la grande question, parce qu'en fait, moi, je me suis fait engueuler par toute l'équipe parce que j'ai dit que c'était prêt en juillet, mais j'étais tellement impatient que voilà. Alors, la version est tout à fait prête. Simplement, on doit embarquer en fait le ROM 4.0 rénové. Et donc là, on a eu un petit problème d'intégration. Et donc, je dirais que d'ici 10 jours, 10 jours, ce sera bon. Le lien à suivre pour les personnes qui vont s'intéresser à cette nouvelle version dans une dizaine de jours. Alors, le lien numérique. Enfin, voilà, en tapant Diagoriante sur Internet, on tombera automatiquement sur la nouvelle version. Ce qu'on va faire, c'est que, aujourd'hui, si vous tapez Diagoriante, vous arrivez sur la version jeune. J'ai vu des questions passer. Vous pouvez vous créer un compte pro. Hein, tout ça, c'est gratuit et vous pouvez tester en fait la version côté jeune et puis l'interface pro. Vous allez voir, il y a pas mal de choses, y compris les documents d'animation. Et là, prochainement, en fait, on va passer au nouveau format. Et puis, ce nouveau format présentera la version jeune, un accès à la version jeune. Et il y a tout un plan de formation également, comme on le fait avec… on fait 3 à 4 séances par semaine de formation, de prise en main Diagoriante jeune, donc en distanciel. C'est 3 heures de formation. Ça marche pas mal. Et on vient parfois dans les territoires pour former des collectifs. Ça, c'est possible aussi. Et pour la version adulte, c'est ce qu'on va faire. On a déjà une dizaine de dates qui sont prévues à partir de mi-octobre. Et puis après, sur plusieurs mois, pour la prise en main, travailler les usages, etc. L'accompagnement instrumenté par Diagoriante. C'est parfait, ça répond à la question de Pierrick. Donc, une formation de 3 heures qui peut se faire à distance. Et puis, on vous enverra les liens pour les personnes qui sont intéressées pour se former, pour pouvoir s'inscrire. Oui, en fait, sur le site Diagoriante, le nouveau, vous aurez un système un peu comme Doctolib, Doctolib, pour aller chercher un créneau de vaccination, ce sera le même principe. Vous pourrez aller chercher un créneau de formation. Très bien. On avait une petite question tout à l'heure sur d'où viennent en fait, comment est alimentée la banque d'entreprise pour les stages. Pour les immersions, eh bien en fait, Pôle emploi nous a organisé quelque chose d'absolument magnifique. Toutes les entreprises qui accueillent une personne en immersion est remontée dans une API qui retombe chez nous. Donc, il y a un système, un flag en fait, qui permet de pouvoir pousser les immersions. Donc, ça vient de la bonne immersion notamment, et puis du CERFA qui est collecté par l'API. Donc, nous, on a cette actualisation mensuelle comme ça. Alors, juste pour les missions locales qui sont là, vraisemblablement, ce sont les PMSMP contractualisés par Pôle emploi qui aujourd'hui remontent dans le système. Les PMSMP qui sont contractualisés, par exemple, directement par les missions locales ou par Cap emploi, aujourd'hui ne remontent pas dans ce système. Mais par exemple, Madame Malaval trouvait que c'était intéressant parce que ça faisait ressortir des entreprises que la mission locale ne connaissait pas forcément sur le territoire. Oui, et nous, on a un vrai sujet justement là-dessus, c'est qu'on va élargir, chemin faisant, là, je dirais que c'est une perspective de 2022, début 2022, et ouvrir la main en fait à des conseillers, des creux, conseillers relations entreprises, qui puissent en fait renseigner Diagoriante avec leur portefeuille d'entreprise pour pouvoir les pousser à leurs jeunes. Donc élargir en fait la base de possibilités d'immersion au-delà de celle de Pôle emploi. Vous voyez ? Il y a une question d'Hélène sur, vous parlez d'adapter ce support au public en situation de handicap. C'est en cours également ou faut-il qu'on soit patient et c'est du 2022, c'est pour quand ? Oui, alors là, ça c'est un challenge important. C'est plutôt 2022.
Très bien. On a une question sur comment s'inscrire aux formations. Donc, là, à l'issue de ce webinaire, on vous fait parvenir un mail dans lequel vous aurez les liens, et notamment celui pour s'inscrire aux formations. Et puis, Catel Autrey, vous vouliez donner un petit conseil. N'hésitez pas à rouvrir votre micro. De toute façon, là, on s'achemine vers la fin de ce webinaire. Vous aviez une petite recommandation pour, je pense, les participants qui ont envie de tester. Là, je pense que ça doit marcher. J'ai préféré l'écrire parce que visiblement, le matériel n'est pas très, très stable. Ça reprenait un peu ce que disait Monsieur Chaumette, c'est que vraiment, je pense que c'est important. Enfin, pour ma part, j'ai vraiment passé du temps sur le site avec le compte pro, le compte élève, passer le compte élève pour voir comment ça se déroulait pour eux, créer les groupes pour voir les c'est vraiment de bien maîtriser la partie technique pour pouvoir arriver devant les élèves à peu près tranquille et dans les établissements scolaires d'aller vérifier le matériel parce que le jeu vidéo ne fonctionne pas sur tous les ordinateurs selon leur configuration. Très bien. Surtout dans les établissements scolaires, parfois, il y a des aspects de sécurité qui peuvent être un peu particuliers. Merci pour ces apports très concrets et qui, en plus, sont des aspects qui sont, je sais, vous intéressent beaucoup. Et merci à tous les intervenants. Le temps est passé très vite. On n'a pas pu parler de tout. Il y aurait eu beaucoup d'autres choses à dire. J'ai quand même le sentiment que, à mon avis, Monsieur Chaumette, vous allez voir arriver un certain nombre d'inscrits des Pays de la Loire dans les prochains jours, aux prochaines semaines. Peut-être que on pourra envisager de faire un point d'étape, un peu retour d'expérience, je ne sais pas, dans un an, entre les différentes structures qui sont utilisatrices pour échanger comme ça sur les trucs et astuces. Écoutez, merci à tous aussi pour votre participation. Il y a encore 65 personnes qui sont connectées. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Et donc, je vous confirme qu'on vous envoie un mail avec les différents liens pour pouvoir vous inscrire à la formation. Et puis, ma collègue vous met également dans la fenêtre de conversation le lien pour vous inscrire aux prochaines actions de professionnalisation organisées par le CARIFOREF. Eh bien, bonne journée à tous et à bientôt.